La Commission électorale nationale indépendante a tenu ce vendredi un point de presse à la Maison des journalistes pour éclaircir la mission d'affichage de correction des listes électorales provisoires et d'actualisation de la cartographie, mais aussi le compte de versement du montant du cautionnement à la BCRG. L'affichage de ces listes provisoires permettront aux électeurs de vérifier les informations et d'empêcher la surcharge. En tant que Guinéens, nous avons tous droit, étant majeurs, d'être inscrits sur la liste électorale nationale, qu'on soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Quand une personne est inscrite sur la liste, il a le droit de venir vérifier si les informations qu'il a fournies sur sa filiation sont exactes, d'empêcher que des personnes moins de 18 ans, qui n'ont pas la nationalité guinéenne, figurent sur la liste électorale alors qu'elles n'ont pas droit. Concernant le cautionnement des 800 millions de francs guinéens, le porte-parole de la CENI affirme que ceci, c'est pour assurer les frais de confection des bulletins. À cause de la crise économique internationale et de la crise financière qui a suivi, il y a eu une augmentation assez importante. Le coût du papier a explosé pratiquement. Donc, pour faire des papiers sécurisés, aujourd'hui, nous devrions payer 3 fois ce que nous avons payé en 2010. Donc, on voit le chiffre qui a doublé, mais en réalité, la valeur monétaire réelle n'a pas évolué. Celui qui a payé 400 millions en 2010 serait aujourd'hui capable de payer 800 millions facilement. Ce montant est payé pour rembourser des frais, et ces frais-là ne peuvent même pas être à moitié payés avec le montant. Les partis politiques devront chacun payer les 800 millions de francs guinéens pour figurer sur la liste des candidats. Est-ce cette fixation du quota de participation à la présidentielle n'est pas une façon d'éliminer les soi-disant petits partis? C'est pour lutter efficacement contre le fléau de la drogue que la société civile, le gouvernement et les partenaires s'engagent à contribuer dans la réduction du trafic. Réunis pour une réflexion de partage et d'échange, les acteurs entendent moraliser les gouvernants et la population à davantage s'impliquer dans la prévention, le traitement et la réduction du phénomène de drogue. Cette stratégie repose essentiellement sur les 2 domaines de lutte contre la drogue appliqués dans tous les pays du monde, notamment la réduction de la demande de drogue qui renferme en son sein la prévention, le traitement et la réinsertion des anciens toxicos traités, guéris, qu'il faut réinsérer au sein de la société pour ne pas qu'ils retombent dans le même fléau. Et le second domaine, c'est celui de la réduction de l'offre ou la répression, n'est-ce pas, qui concerne tous les services répressifs, notamment la police, la douane, la gendarmerie, la garde républicaine, là où ça existe. Pour l'initiateur de la rencontre de partage et d'échange, il s'agit de mieux s'armer pour mettre un frein au fléau de la drogue. La motivation pour cette rencontre, c'est d'abord mobiliser les acteurs de la société civile et aussi engager un véritable débat, une réflexion au niveau des acteurs de la société civile et les services spécialisés en matière de lutte contre le trafic de drogue pour voir comment asseoir des bases, mais aussi réfléchir sur des stratégies et des orientations pour mieux endiguer ce phénomène, pour mieux endiguer ce fléau qui mine nos sociétés et qui sape les jeunes démocraties de l'Afrique occidentale et qui détruisent, c'est-à-dire aussi des vies humaines et qui altèrent la santé des jeunes de l'espace de la CEDEAO. Le partenaire financier indique que le phénomène de la drogue est nuisible à la bonne gouvernance. La drogue est nuisible à la bonne gouvernance. Donc pour aussi voir la question de la lutte contre la drogue est une question importante parce que c'est un fléau mondial, c'est un phénomène mondial qui non seulement déstabilise des pays, mais aussi impacte des économies, contribue à l'altération de la santé. Et aussi, c'est un problème sécuritaire, c'est un problème mondial. Et puis l'Afrique de l'Ouest est devenue cible par les trafiquants parce qu'il y a la faiblesse à certains niveaux. Donc il faut des réformes au niveau de la justice, il faut
la prévention surtout, et aussi il faut aussi penser à ceux qui sont vraiment des acteurs majeurs. Il faut traiter le problème dans sa globalité, de façon, une approche holistique pour aborder cette question. Qu'à cela ne tienne, la sous-région ouest-africaine est indexée comme étant une zone de transit et de commercialisation de la drogue en provenance des Amériques. Ces femmes ont été surprises de trouver leur table saccagée ce vendredi matin. Devant les débris des tables, ces femmes crient leur détresse. Donc, l'opération s'est déroulée dans la nuit du jeudi à vendredi par les forces de sécurité. Les alentours du marché Madina a été déguerpi. Le grand centre des affaires était envahi par des vendeurs qui occupaient la chaussée de façon anarchique. fo muto ti tore meki intina nga butika na kelibe indo na nga na kelibe donc iba mna na tongo sulu fe meni mtongo sulu toma ina na so bangi ku kala kala ga de dege aske na mudali fa ba ba be la sisi me sese me ga ba alfa konda ga ba me anga bisa munga be aga mu mali mu torori aga place mu do ga daga alkutu mu banga no mu ba le fe. Ces femmes sollicitent les autorités un abri. Mutam bara fa gese geto mu wala mu ga tebile bidin na bidari. Donc mutanna mu gal gefe mabene donc mu yire ga fenge na den na kan so mu yire ya ko de yire ba mi gira ga li ba yire fe idan na kan so azi ga sa do ma den na ga mutan ga me mu na mu ga me bara faga mu ga de na mu na mu ba le fe mabene donc ga be ra bira ma ali mane ba yire de fe idan na kan so mu donc mu bidin bara fato mu bara mu ga teble ba mu ga teble tongo e kani mu ga teble na ga fange ba le tongo ba la kani e ba be bidin kan mu ma ko to mu na mu ba le stoma kina ga donc mu fa mu toro kina ga to mu ma ko mu ma na kan fladi. Loïc sait que ces actions de déguerpissement ne sont jamais pérennisées, dans la mesure où ces femmes réinvestissent toujours ces chaussées. 18 mois de prison avec sursis assorti d'une amende de 500 000 francs guinéens, c'est la sentence affligée au député Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG par le tribunal de première instance de Mafanko ce jeudi. Dans le procès qui l'opposait à l'opérateur économique Amadou Djoulde Diallo, le député uninominal de Gawal était accusé de causes et blessures sur la personne de l'opérateur économique. À la suite de la sentence, Ousmane Gawal Diallo a été automatiquement libéré. L'avocat de la défense revient sur la lecture de l'audience. Il est libre, le combat va continuer. Parce qu'il pouvait courir, il pouvait risquer gros. Surtout quand on sait que ce n'était pas du droit qui était dans le dossier. Il y avait des apprentis sorciers qui cherchaient à envenimer la situation. Dieu merci, le tribunal nous a entendus, il a été libéré. Donc je suis très content. Nous allons relever appel et la cour d'appel va régulariser la situation. Le vice-président du parti de l'UFDG parle d'une machination politique dans ce procès. Ousmane Gawal Diallo contre Djoulde. C'est le gouvernement qui est en train de politiser. Ousmane Gawal n'est pas là à cause du problème qu'il a eu avec Djoulde. Ousmane Gawal est là pour une question purement politique. Le gouvernement veut régler le compte d'Ousmane Gawal. Et je tiens aussi à dire clairement que ce soit clair pour tout le monde. Qu'on cesse de dramatiser la situation. Personne n'était chez Djoulde. Quand cette situation s'est passée, Ousmane Gawal était avec Djoulde. Tu vois des gens qui interviennent, il est barbare, il y a eu bagarre. Djoulde ne s'est jamais exprimé sur la question. Djoulde n'a jamais eu qui a bagarre.
Ousmane Gawal ne s'est jamais exprimé sur la question. Les gens sont allés dans des agitations pour dire qu'il y a eu bagarre, un député ne doit pas se battre comme s'ils étaient là. Je dis que tout ça, c'est de l'émotion, tout ça, c'est la tentation, tout ça, c'est dans la logique de vouloir présenter Ousmane Gawal comme étant un homme violent. Donc pour nous, c'était un truc prévu. Ils veulent régler le compte d'Ousmane Gawal, c'est une question purement politique. Et l'histoire retiendra, je finis, que dans le pays où M. Alpha Condé est président, on est parvenu à traîner dans la boue l'honneur, la dignité, traquer un député de la République. Ce procès qui a duré plus de 6 heures d'horloge, le député Ousmane Gawal Diallo était accompagné de sa famille politique et la partie civile a brillé par son absence. Il y a 55 ans, le 13 août 1960, la Centrafrique accédait à la souveraineté nationale et internationale sous la présidence de David Dacko. Le père de la nation centrafricaine dirigera le pays une nouvelle fois de 1979 à 1981 avant de rendre l'âme en 2003 du côté de Yaoundé au Cameroun. C'est donc plus d'un demi-siècle d'indépendance que les Centrafricains célèbrent ce jeudi. Malheureusement, les choses ne vont pas comme d'habitude, vu le climat sécuritaire et tout ce qui se passe. Je pense que la fête ne sera pas de mise comme on a l'habitude de fêter dans le passé. En matière de sécurité, je puis vous dire qu'au niveau de la capitale, les choses commencent à s'améliorer. Il reste un peu quelques foyers d'insécurité à l'intérieur du pays surtout, où on dénombre des petites attaques par-ci par-là, surtout vers le nord et puis vers l'est de la République centrafricaine. Au moment où la communauté économique des États d'Afrique centrale vient de confirmer ce mercredi le report de la transition jusqu'à la fin de décembre 2015, la Centrafrique semble avoir plusieurs défis à relever 55 ans après son indépendance. Aujourd'hui, après 55 ans, quand nous sortons dans la rue, nous ne voyons que désolation autour de nous. Malheureusement, c'est la vérité et c'est ça. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, mais c'est une affaire qui a été montée. Le pays a été détruit systématiquement pendant 55 ans, même s'il y a eu quelques périodes d'accalmie. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui avec une situation par terre à reconstruire totalement et surtout, pour parler d'indépendance, surtout un pays qui échappe totalement au contrôle de ses citoyens. La Centrafrique, qui vient d'enregistrer 6,6% de croissance économique au premier semestre 2015, doit encore miser sur la paix et la stabilité pour retrouver son lustre d'il y a 55 ans. Abdallah Al-Thani, le Premier ministre libyen, annonce sa démission à la télévision. C'est lors d'un talk-show d'une chaîne télévisée libyenne, mardi 11 août 2015, que le Premier ministre l'a déclaré après plusieurs questions des téléspectateurs. Si ma démission est la solution, alors je l'annonce ici. Cette démission n'est pourtant pas encore confirmée. Le Premier ministre libyen devrait déposer sa démission dimanche au Parlement pour l'officialiser. La démission, pas encore confirmée, du Premier ministre Abdallah Thani peut être interprétée en fonction de la pression qu'il subit en interne. Il est président d'un gouvernement très affaibli, il est lui-même très faible, il est le dénominateur commun d'une Libye qui ne s'entend pas vraiment. Et donc, l'idée de penser qu'il menace de démissionner, parce qu'en fait, tout cela n'est pas confirmé, le porte-parole du gouvernement considère que rien n'est confirmé, que rien n'est affirmé, et qu'il n'est pas certain que la démission sera effective le dimanche prochain, donc attendons de voir. Cette annonce de démission arrive au moment où les négociations interlibyennes ont repris, mardi 11 août 2015 à Genève sous l'égide des Nations Unies. Une nouvelle session de pourparlers qui devrait aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. On va parler maintenant des choses sérieuses qu'on a rapportées de Skhirat à Genève. Qui était signé à Genève, c'est un accord politique, pourtant il était signé par le Parlement et l'autre parti, mais pas par le Parlement du Midi à Tripoli, qui rejoint maintenant à Genève et qui veut négocier de A à Z. Plus de 3 ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye est plus que jamais divisée.
Le pays compte 2 parlements et 2 gouvernements rivaux, l'un basé à Tripoli sous le contrôle de la coalition des milices Fadjar Libya et l'autre dans l'est du pays, le seul reconnu par la communauté internationale. Amener les populations à consommer davantage le café et le thé made in Rwanda, c'est le vœu des autorités. Un accent particulier est mis sur la valorisation des produits d'exportation durant l'édition 2015 de l'exposition internationale commerciale qui se tient à Kigali jusqu'au 12 août 2015. La baisse des prix et la dégustation gratuite du café et du thé sont autant d'astuces adoptées pour séduire les populations. C'est le thé et le café que j'achète régulièrement au Rwanda, comme quand je suis en Côte d'Ivoire. Ce sont les produits dérivés du cacao. Le café et le thé représentent plus de la moitié des exportations du Rwanda. En 2014, par exemple, le pays a exporté près de 20 000 tonnes de café. Mais la filière café et thé du Rwanda est confrontée à plusieurs difficultés. La principale est la logistique. Mon pays est en train d'exposer le café et le thé qu'il produit. Je dois en tenir compte et saisir cette opportunité pour encourager mes compatriotes et inciter nos amis étrangers à en acheter. Environ 400 entreprises prennent part à la foire commerciale internationale de 2 semaines. 230 sont des sociétés locales et plus de 100 compagnies viennent de 16 pays étrangers. Âgé de 19 ans, Jackson Murphy est un jeune homme calme et timide. Dès son enfance, il a été forcé à quitter sa maison et à passer de longues années de sa vie dans un camp de déplacés, fuyant les exactions de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Jackson a perdu son père lors d'une attaque rebelle. Sa vie, il la gagne en faisant des sandales à partir de vieux pneus de voiture. Un travail pas très rentable, mais qui lui permet quand même d'occuper son temps. Beaucoup de jeunes ici n'aiment pas travailler. Ils aiment traîner dans la ville. Il y en a qui sont en train de changer et font des choses pour essayer de rendre leur vie meilleure. Mais beaucoup veulent obtenir de belles choses sans même transpirer. La LRA a quitté l'Ouganda il y a environ une décennie. Même si l'armée de résistance du Seigneur opère moins qu'avant, les Ougandais n'ont pas encore oublié les nombreuses années de peine et de douleurs passées sous son joug. La LRA a marqué des générations d'enfants. La deuxième génération que nous avons perdue était ceux qui sont nés dans les camps de déplacés et avaient 15 ans pour les plus jeunes d'entre eux. Cette génération n'a rien pu apprendre en termes de production, de vie sociale ou de culture. Ces jeunes ne sont occupés que par les jeux et l'alcool. Ils ont grandi dans la dépendance de l'aide humanitaire, loin des fermes qui soutenaient leur famille et l'économie de la région. Nokrash Bernard a 21 ans. Il passe le plus clair de son temps à jouer avec ses amis. La vie est courte. Il est très difficile d'économiser de l'argent. Lorsque vous avez quelque chose comme 30 000 shillings ougandais, vous invitez vos amis à boire tout de suite. Ça pose moins de soucis. Pour Jackson, l'espoir est encore permis. Il est aussi musicien en herbe et enregistre ses chansons dans un studio local. Sa musique exhorte les jeunes à s'aimer les uns les autres et encourage surtout le travail. Je rêve de voir les jeunes se mobiliser, s'éduquer et avoir des compétences. Il faut également sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles, parce que les jeunes mènent une vie vraiment risquée. La lutte s'annonce longue car il faudra encore beaucoup d'efforts pour redonner espoir à ces jeunes qui se considèrent comme appartenant à une génération perdue. Ils sont à pied d'œuvre depuis jeudi. 200 experts militaires, spécialistes des armes nucléaires, bactériologiques et chimiques. Opération de nettoyage et relevé des composants dans l'air, les premiers résultats tombent. Dans l'ensemble, les principaux polluants présents dans l'air, le méthylbenzène, le méthane, l'éthane époxy et les composés organiques volatiles ont progressivement diminué. Ils sont presque revenus à des niveaux normaux. Une question reste en suspens. Quels produits étaient entreposés? L'État reste vague et évoque des substances chimiques dangereuses. Les responsables municipaux disent ignorer le détail des produits. De son côté, le journal libéral Les Nouvelles de Pékin cite des producteurs industriels et avance le chiffre d'au moins 700 tonnes de cyanure de sodium. Toujours selon ce média, des doses importantes de cette substance toxique. Au sein de la population, plusieurs cadres de l'entrepôt ont été arrêtés, mais peu d'informations filtrent. Les médias sont contrôlés d'une main de fer par l'État. Autre question qui inquiète, pourquoi plusieurs résidences et 2 hôpitaux se trouvaient à moins de 1000 mètres de l'entrepôt?
Mercredi, vers 23h30 heure locale, 2 explosions retentissent dans une zone industrielle de Tianjin. Les causes restent encore inconnues. Depuis, les pompiers tentent d'éteindre les nombreux incendies. Ce vendredi, de la fumée s'élève encore au-dessus de la ville. Ces explosions ont poussé des milliers de personnes dans la rue. Beaucoup ont été relogés dans des abris de fortune. Ils y reçoivent de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des lits gratuitement. Les hôpitaux, eux, sont débordés. Le bilan humain s'alourdit d'heure en heure. 6 000 déplacés. La situation est encore aggravée par le cru de l'estuaire du Rio de la Plata. Vous voyez sur ces images la cathédrale de la ville de Luján qui apparaît comme un îlot au milieu des eaux. Les pluies devraient continuer encore ce vendredi avant une accalmie prévue pour samedi. Chaque mot qu'il va employer dans sa déclaration marquant les 70 ans de la fin de la guerre sera analysé et critiqué par la Corée et la Chine. Alors selon des sources proches du gouvernement, il semble que le Premier ministre va bien inclure des mots-clés, c'est-à-dire les mots d'excuse et de guerre d'agression, car il faut rappeler que le Japon impérial a occupé une bonne partie de l'Asie orientale et du Sud-Est entre 1905 et 1945 et que cette période a évidemment laissé de très mauvais souvenirs dans la région. Donc on aura la réponse dans quelques heures et le moindre faux pas de Shinzo Abe aura certainement de lourdes conséquences sur les relations en Asie, surtout qu'il a eu du mal à établir une relation de confiance avec ses voisins qui continuent à le considérer comme un nationaliste, voire parfois même un révisionniste. D'ailleurs, mercredi, des centaines de Sud-Coréens ont manifesté devant l'ambassade du Japon à Séoul en prévision justement de cet anniversaire. Et l'un d'eux, un homme de 80 ans, s'est même immolé par le feu et il est toujours en état critique. Donc on voit à quel point le passé reste un sujet extrêmement douloureux et sensible en Asie. De ses propres yeux, il est venu constater les dégâts. Dans les rues d'Aden, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires assiste impuissant au désastre. Aden, ville dévastée après 3 mois d'intenses combats, les tirs de mortier et les frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont fait des ravages. Le but de cette une forme de normalité. Ceux qui n'ont pas pu fuir les combats tentent d'y survivre. Cet homme, à bout de force, a tout perdu. Sa maison est partie en fumée. Ici, les habitants manquent de tout. Eau, nourriture, aide médicale. L'ONU appelle de nouveau à la solidarité internationale. Nous avons besoin d'1 400 000 € avant la fin de l'année. Mais nous n'avons récolté jusqu'à présent que 30% des besoins, voire moins. Il faut intensifier nos efforts et que tout le monde s'y mette afin d'apporter l'aide dont ils ont besoin. À Aden, plus grande ville portuaire du pays, les combats ont déjà poussé plus de 200 000 personnes à quitter la ville. Mais l'urgence s'étend bien sûr à l'ensemble du pays. Au Yémen, plus de 20 millions de personnes ont besoin d'assistance, soit 80% de la population. Quelques derniers préparatifs avant le grand jour. Le secrétaire d'État américain John Kerry se rend vendredi à Cuba pour inaugurer l'ambassade des États-Unis. 2 cérémonies sont prévues, l'une à l'ambassade, la seconde dans la résidence du chef de la mission américaine. Les associations de dissidents n'ont pas été conviées à la première, elles s'estiment exclues. En tant que représentants de la société civile cubaine, on ne nous donne pas la place que nous méritons. Et cette deuxième cérémonie est un moyen de nous exclure et de nous faire entrer par la porte de service. La visite de John Kerry doit marquer un tournant dans les relations entre Cuba et les États-Unis. Le gouvernement américain veut négocier directement avec les Cubains sur des questions comme l'embargo commercial ou les libertés politiques. Mais les dissidents cubains critiquent une approche trop conciliante envers le régime castriste. Ils estiment que les droits de l'homme ne sont pas négociables. Nous pensons que les choses ne se font pas dans les règles, surtout en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Ces derniers sont pourtant fondamentaux pour promouvoir la démocratie. Hasard du calendrier,
Fidel Castro fêtait ce jeudi ses 89 ans. L'ancien chef de la révolution cubaine voit d'un mauvais œil le rapprochement avec les États-Unis. Dans une tribune, il exige une levée immédiate de l'embargo américain et des millions de dollars de compensation pour le peuple cubain.